soir, nous sommes dans le cadre du devoir de DI qui portait sur la présentation du résumé d'un article qui nous a été présenté. Donc, dans un premier temps, nous allons vous parler de la présentation de l'article en question. Ensuite, nous ferons un résumé. Nous apporterons une critique à cet article et nous terminerons par la problématique. En guise de présentation de l'article, nous avons pu dire que l'article déjà porte sur le rôle de l'épistémologie de l'enseignant dans les pratiques de l'enseignement. Cet article révèle et développe assez bien l'influence des conceptions épistémologiques de l'enseignant sur les pratiques enseignantes et sur les conceptions des apprenants. L'enseignement des mathématiques des niveaux primaires et secondaires est au cœur du discours. L'accent est mis sur la pratique de l'enseignant et l'épistémologie conjuguée de l'enseignant et des apprenants. Aussi va-t-il s'intéresser aux classes de CM2 et 5e où les études ont été menées sur la compréhension des fractions chez les apprenants, de même que leur habileté à se servir de leur raison. Le document ici étudié est un extrait d'un colloque international tenu à l'Université de Bordeaux en France les 18, 19 et 20 septembre 2008, réunissant entre autres Bruno Damor, Mata Isabelle, Fandino Pinella, Inès Marazani et Georges Santi, bien d'autres, à l'Université de Bologne autour du thème les didactiques et leurs apports à l'enseignement et à la formation. Quel statut épistémologique de leur modèle et de leurs résultats. Il s'inscrit dans notre cadre les didactiques des mathématiques et s'adresse donc principalement aux enseignants de mathématiques, aux didacticiens pour l'amélioration de leurs pratiques dans le cadre de leur activité professionnelle, mais aussi chercheurs. Donc là, c'est ce que nous avons pu mettre sur pied en guise de présentation du document. Nous allons donc passer à la deuxième partie qui est le résumé de l'article proprement dit. De notre lecture, on peut retenir que le besoin de définir une didactique comme épistémologie de l'enseignant vient en partie de la nécessité de trouver une éventuelle correspondance entre la notion d'épistémologie et les notions de conviction, conception, savoir et connaissance. Aussi vise-t-elle la définition des connaissances d'un individu, les moyens d'évaluer leur validité et par là même de les enseigner. Ceci passe par une définition permanente des méthodes d'enseignement par l'enseignant
ainsi qu'un réajustement des méthodes d'apprentissage des élèves pour recadrer le comportement didactique de l'enseignant, lui qui, souvent poussé de manière inconsciente vers des pratiques inadaptées. Par ailleurs, le cadre d'un enseignement, l'objet de la leçon doit être présenté aux apprenants par la mise en évidence dans une situation créée par l'enseignant, généralement appelée situation problème. Ce qui a priori devrait susciter chez les derniers une autonomie dans l'étalage de leurs connaissances. En fait, l'élève est plus tenté de participer à quelque chose qu'il vit, qu'il paraît être l'acteur. Mais l'appropriation de l'objet d'étude par l'apprenant ne découle pas uniquement de la situation introduite par l'enseignant, d'où la nécessité de présenter les enseignements dans un cadre plus global, mettant en relation l'apprenant et son environnement, chose que Guy Brousseau souligne avec son hexagone didactique. Il est fréquent que les apprenants veillent à chaque fois généraliser les connaissances acquises antérieurement à une situation nouvelle, concept sans perdre conscience de la transformation de la situation. Ceci représente un obstacle didactique majeur autant que la fraude didactique qui naît de l'épistémologie instantanée de l'enseignant lui-même, pris dans le taux de la complexité des processus d'enseignement-apprentissage. Cette complexité des processus d'enseignement-apprentissage ressort quelquefois aussi piétinement de la raison pour répondre à l'appel du contrat didactique dans lequel l'apprenant est engagé vis-à-vis de l'enseignant qui attend de lui une réponse à un problème posé, suivant qu'il y a une exigence de justification formelle. Enfin, viennent les misconceptions des enseignants, leurs convictions erronées dont ils n'en sont même pas conscients et qu'ils transmettent aux apprenants, choses qu'ils s'approprient et leur font les leurs qui représentent bien un obstacle. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que les enseignants en fait n'enseignent que ce que eux-mêmes ils ont compris, pensant donner des astuces aux élèves, mais créant ainsi des obstacles, des obstacles dans l'apprentissage des élèves. Prenons un cas simple, des professeurs qui enseignent dans des classes de 5e que pour résoudre une équation, il faut faire passer un nombre de l'autre côté, ainsi il change de signe. Cet obstacle didactique créé empêche l'élève de comprendre l'opération qui a été faite, c'est-à-dire de recrancher le même nombre de chaque marque de l'égalité. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Après avoir résumé l'article, nous passerons dans une critique de l'article que nous venons d'étudier. L'article soumis à notre appréciation présente certaines imperfections au niveau de sa lisibilité. Tout d'abord, sa lecture n'est ni facile ni autonome, car pour certaines parties, l'on a besoin de lire autre chose, autre part pour comprendre par exemple cette partie. Pour une analyse critique, nous renvoyons à Rousseau 2006. Aussi, la bibliographie telle que présentée n'est pas attractive. En fait, on ne peut lire un article que lorsqu'on se sent capté par tout ce qui est autour, tout ce qui est extra à l'article, que ce soit des participants, que ce soit ce pourquoi ils sont là et tout. Donc la bibliographie de l'article ici n'est déjà pas attractive, ne donnant ainsi pas envie à l'apprenant ou au lecteur de percer son mystère. Mais la seule positive de la lisibilité est que cet article nous présente plusieurs références théoriques qui nous permettent de la comprendre. Dans cet article, les auteurs montrent par des exemples concrets qui analysent certains cas, témoignant et atteignant le statut revendiqué de leur test, leur ambition, puisque ces ambitions sont celles de tirer une sonnette d'alarme sur la formation épistémologique lacunaire en présentant les conséquences de cette dernière sur l'action didactique. À cet effet, les ambitions des auteurs ont été remplies et ceci par des apports convaincants et prouvés. Aux égards de ce qui précède, nous constatons que les auteurs du dit article ne sont intéressés qu'aux effets des lacunes épistémologiques dans la formation des enseignants. Ayant pris conscience de l'importance capitale des conceptions épistémologiques de l'enseignant dans le cadre du processus enseignement-apprentissage, comment définir une didactique comme épistémologie de l'enseignant et après comment trouver la culture épistémologique adéquate à une action didactique. Le futur enseignant peut retenir de cet article qu'il existe un rapport pertinent entre ces conceptions épistémologiques et certains éléments caractéristiques de la didactique, milieu, obstacle, contrat. Et par conséquent, il ne devrait pas se réduire à des techniques détachées les unes des autres et aboutissant à des maigres résultats plus significatifs car l'absence d'une culture épistémologique adéquate, ce dernier pourra s'éloigner des objectifs de la didactique.
Tout simplement pour dire que des enseignants qui, au lieu d'enseigner de manière globale des leçons en tenant compte de ce qui a déjà été vu et de ce qui sera vu, passent le temps plutôt à définir de nouvelles astuces permettant aux élèves de pouvoir résoudre les exercices proposés ou les obstacles sur le chemin, ne font pas ce qu'on attend d'un enseignant, qui est de permettre aux élèves de pallier à leurs obstacles didactiques. En ce qui est de la problématique, à l'instar de la définition des conceptions épistémologiques, on constate que plusieurs épistémologues entrent en jeu dans l'action didactique. Une formation épistémologique devrait donc jouer un rôle primordial dans la formation des enseignants, chose qui est faite. Mais l'existence des caractéristiques didactiques telles que le milieu, les obstacles, le contrat, s'interprètent de la manière la plus saine, comme étant les effets d'une formation épistémologique lacunaire. Le problème de la pertinence d'une formation épistémologique dans la formation des enseignants, la problématique que dégage par conséquent cet article est celle de savoir quels sont les atouts majeurs de l'épistémologie de l'enseignant, que l'épistémologie de l'enseignant apporte à la pratique d'enseignement. Je rappelle que les pratiques enseignantes sont l'ensemble, est la façon par laquelle l'enseignant dispense son savoir, les méthodes utilisées et les méthodes utilisées et les chemins créés par l'enseignant. En effet, le dit article nous présente le rapport entre les notions qui concourent dans un champ lexical d'épistémologie et qui surtout se prêtent à la formation des enseignants. La notre article en question est écrit dans un cadre général de la formation des enseignants, mais mieux encore dans le cadre de la formation épistémologique de l'enseignant. C'est ce qui a été fait donc concernant l'article qui a été soumis à notre expertise. Nous espérons que la vidéo vous a plu. Ciao!